Ben moi, je suis étudiante au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Je suis en deuxième année. Je commence mes stages là, à l'hiver pour le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent à Tadoussac, où je vais avoir 4 projets super stimulants au niveau de faire un guide de formation sur les réalités géographiques autochtones dans ce coin-là. Donc, tout ce qui touche le fleuve Saint-Laurent, c'est quoi le partage qui a été fait par le passé du territoire, des eaux, etc. Et sinon, je travaille beaucoup à la programmation d'événementiels là, pour exemple, la journée des forts, la journée, peut-être pas la fête du Canada, c'est un de mes projets, mais je risque de discuter pour peut-être me le faire enlever. Mais bref, donc une programmation à ce niveau-là. Et sinon, avant mon baccalauréat, il y a quelqu'un qui passe la balayeuse derrière moi. Avant mon baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, j'ai commencé un baccalauréat en enseignement de l'histoire à l'Université de Sherbrooke. J'y ai fait 2 ans. Finalement, je n'ai pas complété. La COVID est arrivée. J'avais des stages qui s'effectuaient en ligne avec des étudiants de secondaire 3, ce qui ne m'a pas rejoint. Donc, j'ai lâché le baccalauréat en enseignement. Ce qui n'a pas été facile. J'ai encore une petite crotte sur le cœur, comme on dit. J'aime beaucoup, beaucoup le milieu de l'enseignement. C'est pour ça, je pense que je suis en loisir. Je pense que je peux faire un peu des deux en travaillant, entre autres, là, avec les guides de formation, des programmes d'interprétation. Je pense que je rejoins la partie enseignement dans ça. Et sinon, ben, comme Corinne l'a dit, moi, je suis de la nation Malécite, qui a changé de nom en 2019. On s'appelle désormais, on a repris notre nom d'origine, qui s'appelle Wolastogoek Wazibeguk, qui veut dire les gens de la Belle Rivière. Et la Belle Rivière, dans notre cas, qui est le Wazibeguk, qui est le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, on a repris notre nom en 2019. Sinon, ben, on est la plus petite nation au Québec, avec aussi la plus petite communauté physique, où je pense qu'on s'en était parlé, mais personne n'habite sur la communauté, vu sa grosseur. En fait, c'est vraiment tout petit. Là. Il y a seulement le bureau administratif de la nation qui s'y trouve. Donc, la particularité de la nation, ben, c'est qu'on n'a jamais vécu ensemble. Donc, vous comprendrez que la sauvegarde de la culture, la sauvegarde de la langue, la sauvegarde des traditions se fait beaucoup plus difficilement que mes amis Inuits, mes amis Atikamekw qui vivent en grande communauté, tissée serrée, où le partage se fait de génération en génération. Dans notre cas, ce n'est pas une réalité, du moins pas au Québec. Il faut savoir qu'il y a d'autres communautés au Lastowik, au Nouveau-Brunswick et au Maine qui, eux, ont vraiment des terres réserves, là, où ce que, là, les gens habitent ensemble, où il y a encore la langue qui est parlée. Ça reste que c'est une langue qui est vraiment en danger. Il y a moins de 100 locuteurs qui la parlent en ce moment. Tous des gens qui sont plus âgés. Donc, évidemment, c'est un enjeu pour ma nation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des jeunes de mon âge, en bas de 35 ans, qui sont déménagés à Fredericton pour participer à un programme de langue directement sur le territoire pour sauvegarder la langue, la culture, les pratiques traditionnelles au Wolastoqiyik, dont ma cousine, que j'aime beaucoup, on est super proches, puis elle est rendue super bonne à travailler avec des artistes comme Jeremy Dutcher pour faire de la traduction de textes en Wolastoqiyik. Donc, c'est super stimulant. D'où ma réalité en tant qu'étudiante autochtone qui est très différente de celle de mes collègues, comme je pense à Gabrielle, Gloria, qui sont Inuits, qui ont vécu en communauté, qui parlent quand même, qui comprennent du moins leur langue. Donc, moi, je suis plus dans une réalité qui est d'apprentissage, de reconnexion avec tout ce qui touche l'identité, la culture, la langue. Ma réalité est très différente dans le sens que je ne me donnerais pas des réalités difficiles. Je n'ai pas vécu de racisme, je n'ai pas vécu de difficultés financières. Je ne me suis jamais fait refuser un logement à cause de mes origines parce que ça ne paraît pas. Moi, je pense que, je ne sais pas si je peux appeler ça des difficultés, mais du moins, ce que je ressens en tant qu'étudiante autochtone, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène, ou je ne sais pas si on va appeler ça un phénomène, mais le white passing, qui est de se faire un peu toujours questionner sur son identité, de comme, non, mais là, une autochtone aux cheveux blonds, laisse faire, tu n'es pas autochtone. Fait que c'est plus cet enjeu-là qui vient un peu jouer. J'ai réalisé plus dans les dernières années qui m'avait plus affecté que ce que je pensais, dans le sens que là, on est toujours dans le syndrome de l'imposteur, de comme, c'est quoi notre place? J'ai-tu le droit? Là, j'ai ma carte, mais ça veut dire quoi? Puis là, j'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit de participer à ça? Fait que c'est un peu ça qui est dérangeant. T'sais, même au niveau de l'association, il y a beaucoup de justifications qui ont dû se faire auprès de mes collègues, de comme, non, non, je suis autochtone, je sais que ça paraît pas, mais tu sais, je suis en processus de réapprentissage de ma langue, puis fait que
c'est ça qui est difficile aussi en contexte scolaire, du fait que, bon, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup. Je m'implique beaucoup pour justement réapprendre tout ce que j'ai perdu du fait qu'on n'a pas de communauté physique. Et bien, souvent, tu sais, quand je m'exprime par rapport à ces réalités-là, des personnes autochtones qui ne s'appliquent pas nécessairement à moi, mais qui s'appliquent à d'autres nations qui me tiennent à cœur, bien, souvent, c'est comme pas c'est mal vu, mais les gens, ils sont, tu sais, sont pas sûrs de comme la crédibilité qu'ils me donnent en étant une autochtone à la peau blanche, disons. Donc, c'est ça que je trouve que je qualifie de micro-agression dans un certain sens. Que, tu sais, ah, mais là, tu parles pas ta langue. Ah, ben là, t'as la peau blanche. Ah, mais là, t'as les yeux bleus. Tu sais, c'est comme, ça vient jouer dans la tête à un moment donné. Ben là, voyons, je suis qui, tu sais, dans la vie, là, finalement, tu sais, si je suis pas Wolastogoïque, finalement, je suis québécoise, est-ce que c'est eux qui vont me dire comme c'est quoi mon identité en bout de ligne ou c'est moi qui ai ce pouvoir-là selon mon bagage, selon ce que je veux en faire un peu? Est-ce que je peux avoir plus qu'une identité? En tout cas, c'est des grosses questions comme ça qui émergent en bout de ligne là, avec ce que je qualifie encore une fois de microagressions en salle de classe beaucoup. Ou encore du fait que, tu sais, il y a souvent, je sais qu'on en a déjà parlé aussi, mais tu sais, on sait qu'il y a une grande méconnaissance sur les réalités, sur l'historique, sur les enjeux que vivent les personnes autochtones. Et souvent, ben ça m'arrive à moi, donc je ne peux même pas imaginer à quel point mes collègues se font achaler avec ça, mais en salle de classe, mettons, Ariane, toi, tu connais ça, là, parle-nous-en. Je sais qu'à Sherbrooke, j'avais fait un travail en histoire sur la loi sur les Indiens qui était un travail un peu exploratoire de l'historique. On en est où maintenant? C'est quoi les grandes lignes qui ont changé de la loi? C'est quoi qui n'a pas changé? Puis mon professeur, après avoir corrigé mon travail, il remettait les copies dans la salle de classe. Il a dit ah, le travail, ça va, ces Indiens, tu veux-tu nous en parler? T'sais? Alors que j'étais en avant de l'auditorium, puis je m'en allais chercher ma copie. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Non, ça ne me tente pas. J'ai eu une très bonne note, mais reste que c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet que moi, je suis étudiante, je ne suis pas la professeure, je ne suis pas payée pour faire ça. Mais ça ne rentre pas dans mes tâches en tant qu'étudiante. Sinon, ben, la question de la langue. On connaît tous les tests de français au cégep, le TECFE. À l'université, on a beaucoup d'étudiants autochtones qui sont dans les programmes d'enseignement. Donc, le fameux TECFE, c'est une énorme barrière, malgré le fait on s'entend que ces étudiants-là vont souvent aller enseigner dans leur communauté en bout de ligne. Donc, de là, la pertinence d'avoir les mêmes standards que n'importe quel autre étudiant québécois. Alors que pour les étudiants internationaux, par exemple, il y a souvent de l'aide qui est donnée directement à ces étudiants-là. Il y a quand il y a une remise de travaux, des fois, il y a du temps supplémentaire même qui sont donnés à ces étudiants-là, ce qui n'est pas offert aux étudiants autochtones. Alors que dans les communautés Atikamekw, on parle de 95% des membres qui parlent l'Atikamekw comme langue principale. T'sais. Fait que ça aussi, c'est un grand problème. Là, des étudiants qui ont fait 4, 5, 6 fois leur TECFE, ça arrive. Là. Ça arrive plus qu'on pense. Fait que ça aussi, c'est clairement une... Puis pas juste en matière d'enseignement, même dans les autres programmes universitaires, la question de la langue, c'est vraiment difficile. Des étudiants qui doivent souvent prendre des cours de rattrapage, puis même avec des cours de rattrapage, ils vont perdre énormément de points dans leurs travaux à cause de la langue, vu qu'ils n'ont pas nécessairement de mesures d'accommodation qui sont offertes à ces étudiants-là. Je peux le voir pour mes collègues, ça, 100%, c'est une réalité, je pense, qui est partagée ici, surtout par rapport à, bon, les biais qu'on a par rapport aux personnes de la diversité. Même des billets qui sont camouflés, qui ne paraissent pas tout le temps, mais bon, c'est sûr que quand on voit une personne autochtone, c'est pas tout le monde qui est ouvert ou même que ce soit une personne noire, que ce soit une personne d'origine mexicaine, peu importe. Souvent, il y a des biais inconscients qui sont reliés à la diversité. Fait que souvent, les Québécois, les Blancs, vont avoir tendance à se mettre ensemble puis mettre de côté la diversité. Là. Fait que si on le voit avec n'importe qui là, dans nos classes, je sais que j'ai des étudiants d'échange chinois dans mes cours. J'ai aussi une personne avec la peau noire, bon, qui vraiment, on voit qu'il y a de l'exclusion à ce niveau-là. Pour les étudiants autochtones, je pense qu'il y a aussi la question de la langue, beaucoup. Ça se voit dans les travaux. Je pense que j'ai des collègues de classe qui me l'ont déjà dit. Ouais, mais toi, c'est le fun avec toi parce que tu n'as pas de misère avec ton français, fait que ça va bien. T'sais. Dans la rédaction, dans le parler, bon, j'ai une bonne rédaction, fait que j'écris bien, je ne fais pas de fautes en français. Tandis que pour certains étudiants autochtones, ben, c'est plus difficile. Fait que c'est sûr qu'il y a comme une barrière au niveau des autres étudiants qui veulent la performance, ben, tu ne prendras pas l'autochtone parce que tu sais qu'il y a de la misère, entre guillemets. Fait que, oui, c'est une difficulté qu'on observe. C'est une difficulté à laquelle j'ai souvent réfléchi avec, entre autres, je sais que
le bureau, la direction de l'université, c'est un problème qu'on leur avait mentionné, puis qu'ils nous avaient mentionné aussi. Dans le sens, quand j'ai créé l'association, je leur avais demandé est-ce qu'on a une liste? Est-ce qu'on a un moyen de retrouver ces étudiants-là? Parce que la réalité est qu'on ne sait pas son où, on ne sait pas étudier dans quel programme. Puis, bon, on sait qu'au Canada, on a la particularité d'avoir une carte de statut qui nous dit vous avez le statut d'Indien selon le gouvernement canadien. Là. Puis, il y a certaines institutions, je sais qu'il y en a certaines qui, quand on s'inscrit à l'université, nous demandent de cocher êtes-vous membre Première Nation métier Inuit. Donc, vous cochez la case. Comme ça, l'université a un moyen de retrouver justement ses étudiants internationaux, ses étudiants québécois de souche et ses étudiants autochtones. Ce qui n'est pas le cas ici à l'UQTR, parce que l'UQTR se demandait, entre autres, est-ce que c'est pas je ne sais pas c'est quoi le terme qu'il avait utilisé, mais est-ce que ce ne serait pas déplacé de demander ça à l'inscription, vu, bon, les, la question qu'il y a avec la carte, la question qu'on a par rapport à la légitimité de la carte, est-ce que l'université se voyait bien placée de le demander à ses étudiants? Qui est encore une question, je pense, qui varie de personne en personne. Moi, je pense que ça serait pertinent, ou du moins de demander si les étudiants s'identifient comme faisant partie des Premières Nations métiers Inuit, pour que justement on ait un moyen de se rejoindre. Parce que là, c'est vrai que c'est difficile. Sur le campus, c'est là, sur notre groupe Facebook, je pense que je l'ai dit, on est 35 en ce moment, 30, 32, 35, quelque chose comme ça. Puis là-dessus, j'en connais 4. J'ai vu Gloria, j'ai vu Gabrielle, Jenny puis David. Ah, puis Anthony. J'en ai vu 5 sur les 35, tu sais. Puis ces autres-là, ben, on n'a pas de réponse. On ne sait pas son où, on ne sait pas dans quel programme, on ne sait pas ils viennent de quelle nation. Il y a comme un manque de participation, lequel je ne pourrais pas identifier pourquoi. J'ai, je crois que c'est à cause du fait sûrement que ces étudiants-là soient à Esra Baccalauréat en ligne ou à temps partiel, ce qui fait qu'ils ont moins le pied ancré dans l'université, peut-être moins à cœur de s'intégrer, si on peut dire, qu'il y a peut-être un sentiment d'appartenance qui est vraiment moindre à l'université aussi. Pour ça, je ne sais pas ce serait quoi les raisons exactement. Ça serait intéressant de se pencher justement pourquoi ces étudiants-là, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement fiers de s'affilier à l'UQTR? Ça se peut. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans une institution coloniale comme ça qui ne rejoint pas vraiment leurs besoins? C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de raisons que je serais curieuse de connaître, mais je pense que ça doit être ça. Moi, j'avais proposé à l'université avec... On était 2-3 étudiants là, sur cette rencontre-là par rapport à la question est-ce qu'on demande est-ce que vous êtes membre des Premières Nations métiers Inuit? Je pense que ça serait une bonne idée de juste, pas nécessairement pour que l'université ait une liste de voici mes étudiants autochtones que je peux contacter si j'ai des questions, là, mais plus pour avoir justement une liste de ressources. Justement, s'il y a d'autres étudiants qui cherchent à rencontrer des gens, ben, c'est le fun d'avoir comme un petit quelque chose là, qui peut les aider. Je pense qu'il y a encore une bonne résistance de la part de la communauté étudiante à justement s'affilier à une institution scolaire comme ça. Fait que c'était pour ça que dans l'association, c'était pour ça que le but, je voulais mettre clair que c'était pas un but de sensibilisation. C'était pas dans le but de hey, on est les Autochtones, on va décoloniser l'institution, puis on va vous montrer c'est quoi nos réalités. C'est vraiment pas ça. Parce que je savais qu'il y a des gens que ça allait refroidir parce qu'ils font ça à tous les jours. Ça leur tente pas là, de parler de racisme à tout le monde, puis de faire comme hey, voici un outil, lis ça, lis ça. Fait que c'était vraiment juste le but de faire comme hey, on est une gang, on est une trentaine, pourquoi on va pas boire un verre, puis on jase, puis on se sent sécuritaire entre nous autres, puis on est avec des gens qui nous ressemblent, puis qui partagent des réalités semblables, sans avoir besoin de mentionner ces réalités-là, puis d'en parler tout le temps. C'est ça qui devient lourd en bout de ligne. Là. On le sait, l'université, le nombre de fois qu'on se fait envoyer des demandes. Ah, voulez-vous participer à un colloque? Voulez-vous venir parler dans ma classe? Voulez-vous venir parler à telle place? Non, c'est assez. Là.